Merci Delphine et à Jean-Christophe de participer à ce webinaire sur le nouveau règlement machine qui sera applicable en janvier 2027 et qui remplacera la directive machine actuelle. Donc, quelques mots sur les organisateurs de ce webinaire. Donc, Robotics Valley, nous sommes un cluster multifilière qui fédère les acteurs de la robotique et de l'industrie 4.0. Donc, dans les acteurs, il y a des entreprises, des chercheurs, des académiques, des institutionnels, et tout ça pour accélérer l'innovation sur le terrain. L'autre partie des organisateurs, c'est les UMM. Donc, l'UMM, c'est une organisation professionnelle représentant les entreprises industrielles du secteur de la métallurgie partout en France. Et aujourd'hui, c'est l'UMM Saône-et-Loire et l'UMM Côte-d'Or qui sont partenaires de Robotics Valley pour l'organisation de ce webinaire. Et comme ça offre un soutien de proximité aux entreprises sur leurs problématiques juridiques, RH, formation et sur la transition technologique. Pourquoi on a voulu organiser ce webinaire? C'est parce que le règlement machine, pardon, va être imposé au début janvier, pour le moment janvier 2027. Et il sera applicable directement, il remplacera la directive machine. Donc, Delphine et Jean-Christophe vous expliqueront ça dans le détail. Et vous étiez plusieurs à nous poser la question de dire comment on se prépare à ça, quelles sont les contraintes. Donc, on a voulu lancer cette invitation pour commencer à faire une première sensibilisation sur l'impact que pourra avoir ce règlement machine. Et les points importants qui sont à prendre en compte, c'est tout l'aspect cybersécurité et l'intelligence artificielle qui vont renforcer les procédures d'évaluation des machines pour obtenir le certificat CE. Mais je ne vais pas aller trop loin pour laisser la place à Delphine et à Jean-Christophe pour nous expliquer un petit peu plus ça dans le détail. Et l'idée de ce webinaire, c'est une première sensibilisation qui ouvrira les discussions et peut-être des autres échanges plus spécifiques sur des domaines. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours à la fin du webinaire ou par mail en nous disant nous, on aimerait creuser ce sujet-là. Et les chambres territoriales et Robotics Valley, on se chargera d'organiser en fonction des besoins des aspects un petit peu plus techniques. Je passe la main à Delphine et à Jean-Christophe pour la présentation. Et encore une fois, un grand merci pour le travail de préparation que vous avez fait tous les deux pour ce webinaire. Alors nous, les intervenants, donc Delphine Guigui et Jean-Christophe Marfaux, on s'est séparé les tâches. Moi, je vais me contenter de présenter les grandes lignes et les nouvelles obligations du règlement. Et donc moi, je suis avocate spécialisée dans l'industrie et Jean-Christophe, qui est expert en cybersécurité, Captronic, lui, il focusera sur tout ce qui est numérique et cybersécurité. Donc, comme vous l'a dit Olivier, ce règlement machine, il sera applicable de manière certaine le 20 janvier 2027 et il remplacera la directive. C'est un texte d'application immédiate, donc il n'y aura pas de loi ou de texte spécifique non technique pour l'expliquer. Il y aura des guides, mais pour l'instant, ils ne sont pas sortis. Donc, quel est l'esprit de ce règlement machine? C'est de dire que finalement, il n'y aura plus seulement une conformité mécanique, mais que ce sera beaucoup plus global et qu'on va intégrer donc tout ce qui est sécurité fonctionnelle. On passe de la mécanique à la fonctionnelle, donc tout ce qui est logiciel embarqué, traçabilité numérique, cybersécurité dont vous parlera Jean-Christophe. C'est un peu ça l'élément majeur. Donc maintenant, vous n'êtes plus dans un système où les machines sont uniquement mécaniques, mais elles embarquent des logiciels, de la donnée et de la connectivité. Enfin, c'était déjà le cas, mais ce n'était pas pris à part entière par la réglementation. Donc, ce dont il faut avoir bien conscience, c'est qu'en 2027, vos machines, elles pourront être conformes, techniquement sûres, mais non conformes, parce qu'il y a plein d'éléments de traçabilité et de démonstration qu'il faudra donner. Donc, la sécurité, c'est l'élément majeur, mais il faudra la documenter. Donc, sur quoi on s'est concentré, nous, c'est savoir quelles machines ou quasi-machines seront concernées. On va aussi faire un focus sur les produits connectés parce que c'est très important dans le règlement machine. Comprendre vos nouvelles responsabilités,
les démarches de conformité que vous aurez à faire, parce que c'est un sujet important, et vous donner, si on peut, une vision claire de vos priorités. Donc, je vous proposerai à la fin de l'intervention, si ça vous intéresse, nous, on a établi pour nos clients un support calendrier fabricant machine et calendrier intégrateur, que si vous mettez un message dans le chat, je pourrais vous le communiquer pour vous aider dans votre priorisation des choses. Donc, l'idée, c'est de vous aider à fiabiliser vos machines, vous donner quelques règles en 1 heure, c'est très ambitieux, mais des outils concrets pour vous aider à y voir clair. Et donc, je vais commencer la présentation concrète. Donc, le champ d'application, comme vous le savez, c'est les machines et les quasi-machines. Ça ne change pas vraiment pour vous, sauf que les quasi-machines sont plus définies. Et ce qui change énormément, c'est les produits connexes qui rentrent dans le champ du règlement, et on verra donc ce que sont les produits connexes. Il y a toujours les mêmes exclusions spécifiques. Et en gros, ce qui fait que le règlement s'applique ou pas, c'est la mise sur le marché sur le territoire de l'Union européenne, qui signifie que si vous faites une machine pour l'export, ça ne s'applique pas. Donc, les équipements concernés, la grosse catégorie machine que vous connaissez, qui est subdivisée en plusieurs types de machines. Donc, vous aurez le support, donc je vais aller assez vite, les machines de base, les machines non raccordées, les machines à installer, les ensembles de machines, les machines de levage manuel et les machines logicielles, avec chacune des définitions que je vous ai données, mais qui doivent faire partie de votre quotidien, j'imagine. Ensuite, il y a les quasi-machines. Donc, les quasi-machines, et là, c'est que ça devient un peu plus compliqué de qualifier parfois, parce que nous, on est parfois consultés sur la qualification de quasi-machine ou machine, et puis parfois, ça arrange les fabricants de dire que c'est une quasi-machine dans leur documentation. Donc, la quasi-machine, c'est presque une machine, mais on ne peut pas avoir une application déterminée. Elle est destinée uniquement à être intégrée ou assemblée dans une machine ou avec d'autres machines ou avec d'autres équipements. Et donc, pour ça, il faut fournir une déclaration d'incorporation ou une notice de montage. Et le but, c'est constituer une machine complète. Et c'est là que quand on met une quasi-machine et une machine, ça fait un ensemble de machines, et c'est là que l'intégrateur sera considéré comme un fabricant. Les produits connexes, et c'est là la grosse nouveauté du règlement machine, ils entrent dans le champ du règlement à part entière. Donc, notamment tous les composants de sécurité qui sont soumis au règlement machine et qui en plus répondent à une réglementation spécifique dans le règlement machine. Donc là, vous avez les équipements interchangeables, les composants de sécurité, ça c'est un élément majeur, les accessoires de levage, les chaînes, câblage et sangles, les dispositifs amovibles et les produits connexes spécifiques. Donc, les acteurs, je ferai un focus après sur les produits connexes et les responsabilités fabricants intégrateurs. Donc, pour bien comprendre vos obligations respectives, parce que un fabricant peut être intégrateur et un intégrateur peut être fabricant, c'est tout l'enjeu du nouveau règlement machine, c'est aussi la question des responsabilités. Donc, on va s'attacher d'abord à la question de la notion de fabricant. Donc ça, évidemment, c'est logique, c'est celui qui fabrique les produits et qui les commercialise, mais aussi ça peut être celui qui fabrique les produits pour son propre usage. Donc il assumera la responsabilité de la conformité du produit dans son ensemble. Et l'intégrateur, c'est toute personne qui assemblera plusieurs machines ou quasi-machines ou produits connexes avant de constituer un ensemble. Ce qui fait que l'intégrateur, il aura une déclaration CE fabricant, mais après, il devra faire une nouvelle déclaration CE pour son ensemble ou le fabricant. L'enjeu majeur de ce règlement, c'est aussi la modification substantielle sur laquelle vous devez vous interroger, évidemment. Soit la machine va être mise en service, et là, il n'y a pas, c'est le régime normal, soit elle a été mise en service, il y a une modification substantielle
À l'initiative du fabricant, il devra refaire toute la documentation quand même. Et si c'est l'intégrateur, c'est lui qui sera responsable de la nouvelle déclaration CE et de toute la documentation. Donc, ce qui compte maintenant, c'est que la machine, en fait, c'est plus simplement un élément physique, mais c'est qu'elle est aussi numérique. Voilà, donc le fabricant, on va voir un petit peu les responsabilités de chacun et vous verrez qu'après, ben, c'est en fonction de la situation technique, ben, ça se recoupe. Donc pour les machines et les produits connexes, pour le fabricant, il conçoit et fabrique, il procède ou fait procéder aux procédures d'évaluation de conformité. Et donc je verrai plus tard, selon le type de machine, quelle procédure de conformité. Il établit la documentation technique et ce qui est important maintenant, mais on le verra après, c'est qu'elle doit être disponible pendant 10 ans. Ça, vous me direz, c'est pas nouveau, mais c'est la manière dont elle doit être disponible. Et ça, je le verrai après. Et il appose le marquage CE sur la machine. Et quand je parle du marquage CE, c'est aussi bien un marquage matériel qu'un marquage immatériel. Si c'est des produits de sécurité ou un logiciel, un élément immatériel, il faut qu'il y ait un marquage et qu'il soit sécure, ce marquage. C'est-à-dire que s'il n'est pas, si c'est pas un marquage type plaque, etc., ou s'il est immatériel, il faut que ce soit sécurisé. Et ça, je pense que Jean-Christophe pourra vous en parler. Le fabricant, il fournit aussi la notice d'instruction et il établit la déclaration UE de conformité. Donc ça, c'est pour les machines et produits connexes, mais je vous présenterai quand même les produits connexes après parce qu'ils ont des spécificités. Pour les quasi-machines, au lieu d'être une déclaration UE classique, c'est une déclaration d'incorporation. La documentation technique. Pour les productions en série, il faut vérifier le maintien de la conformité des lots fabriqués, apposer les mentions obligatoires sur les quasi-machines et fournir une notice d'assemblage. Donc voilà pour le fabricant. Et donc, ce que je disais pour le fabricant, ce sera aussi valable pour l'intégrateur quand il va devenir fabricant, mais je vais vous en parler. Donc l'intégrateur, tout l'enjeu pour l'intégrateur, c'est de savoir quand est-ce qu'il va être assimilé au fabricant, parce que ce qui va changer beaucoup dans cette réglementation, c'est le partage des responsabilités entre les différentes personnes qui interviennent, c'est-à-dire fabricant, intégrateur, modificateur, distributeur, importateur mandataire ou client exploitant. Donc l'intégrateur, lui, il n'évalue pas la conformité des quasi-machines, il se contente de récupérer la documentation, enfin je dirais il se contente, mais c'est très important, il doit rassembler, vérifier et archiver les documents fournis par les fabricants des quasi-machines. S'il ne le fait pas, c'est lui qui est responsable. Donc c'est un vrai enjeu maintenant. Il vérifie ensuite la compatibilité de toutes les quasi-machines et produits connexes intégrés, donc ça peut être aussi le fabricant qui fait la machine au départ. Interface mécanique, cohérence des systèmes de commande et de sécurité et absence d'interférences susceptibles de compromettre la conformité CE. Donc, maintenant, l'intégrateur, il est responsable de toute la conformité globale. Alors, je ne sais pas, selon la taille des entreprises qui sont là aujourd'hui, mais ça restait quand même les cellules robotisées, ça restait quand même marginal que l'intégrateur fasse une déclaration CE pour l'ensemble, sauf pour les grands groupes. Mais maintenant, voilà, c'est imposé. C'était déjà imposé, mais peu pratiqué. Mais là, c'est clair et net. C'est mis noir sur blanc. Donc, quand vous intégrez, c'est une nouvelle machine. L'intégrateur devient le fabricant et il engage sa responsabilité sur la conformité de l'ensemble final. Donc finalement, même un module logiciel ou un composant connecté peut désormais relever du règlement machine. Et maintenant, on ne pourra plus dire c'est pas moi, tout le monde est concerné, du concepteur au revendeur. Donc si on parle un peu du profil, finalement, le fabricant qui conçoit la machine souris, c'est sa responsabilité civile et pénale. Le retrait du marché ou la non-conformité CE s'il ne respecte pas ses obligations. L'intégrateur ou celui qui modifie, donc ça peut être le fabricant qui modifie sa propre machine ultérieurement.
Lui, il peut être requalifié en fabricant ou devoir refaire tout le système si c'est le fabricant lui-même. Le distributeur revendeur, lui, il doit vérifier le marquage CE et il a une responsabilité partagée si le produit n'est pas conforme. Donc, il n'est plus comme avant à se retourner uniquement contre le fabricant. Donc, il va falloir aussi prévoir des choses en termes contractuels entre les différentes personnes qui est responsable de quoi. L'importateur, lui, il a une responsabilité directe vis-à-vis des autorités. Et le client exploitant, il est responsable de toute utilisation non conforme. Et j'ai à l'esprit qu'un client exploitant qui, par exemple, fait le rétrofit d'une machine, enfin sollicite le rétrofit d'une machine ou le fait lui-même en faisant intervenir plusieurs personnes sans faire intervenir le fabricant initial, devient fabricant avec les obligations y afférentes. Et ce n'est pas des hypothèses d'école, puisque moi, j'ai déjà eu le cas sur des machines assez importantes où le fabricant, évidemment, ne veut pas prendre la responsabilité, vu que ce n'est pas lui qui est chargé du dit rétrofit. Donc, je vous parlais des produits connexes et je me suis dit que c'était bien de vous faire un comparatif des responsabilités, enfin des obligations selon qu'il s'agisse d'une machine ou d'un produit connexe. Par produit connexe, donc, c'est le fabricant du composant. Vous voyez que le produit connexe, il y a une déclaration UE de conformité spécifique. Donc, d'un côté, vous avez la machine avec la déclaration UE de conformité complète. Et de l'autre côté, vous aurez cette déclaration UE de conformité spécifique. Donc, le marquage CE, il y aura à la fois sur la machine, à la fois sur le produit connexe. Donc, le marquage soit matériel, soit immatériel. La notice d'instruction pour la machine, la notice spécifique pour la fonction de sécurité. La traçabilité pour tout le monde, c'est 10 ans maintenant, y compris pour la conservation du dossier de sécurité. Et si vous n'êtes pas à même de prouver et de conserver pendant 10 ans le dossier technique, alors vous serez considéré comme non conforme. Donc, comme exemple de produits connexes, je vous ai mis relais de sécurité, variateur STO, barrière immatérielle, logiciel safety, pour que vous ayez à l'esprit ce dont on parle. Et je vous ai fait aussi un tableau pour que vous matérialisez concrètement vos obligations respectives. Donc, vous saurez ce que vous devez faire en tant que fabricant ou intégrateur. C'est-à-dire que le fabricant, finalement, sur les aspects de sécurité, a moins d'obligations que l'intégrateur, puisque lui intègre un certain nombre d'éléments, dont des composants de sécurité, et ce sera lui qui sera responsable de vérifier la conformité du produit de sécurité, et qui devra aussi inclure la notice et la déclaration dans le dossier. Donc maintenant, le vrai enjeu, c'est quand même ces produits connexes. Ensuite, on a un sujet, je dirais, majeur, c'est la modification substantielle qui vous concerne tous, que vous soyez fabricant, intégrateur ou exploitant. Donc, les critères de la modification substantielle, je vais vous les donner, ils sont tous cumulatifs. La machine doit avoir pour objet de modifier la machine initiale. Bon, ça ne vous posera pas de problème quand vous serez confronté au sujet. Deuxième critère, la modification effectuée ne doit pas avoir été prévue ou planifiée par le fabricant dans la conception ou le dossier technique initial. Donc ça, c'est majeur. Ça, c'est majeur et c'est un débat qui va se passer entre le fabricant et ça peut être un concurrent aussi, parce qu'on a des enjeux de fabricants qui n'ont pas envie non plus que les concurrents aillent mettre une quasi-machine sur leur machine, alors que ça pourrait avoir une incidence sur la sécurité et qui ne veulent pas être tenus pour responsables. Donc, si ce n'est pas prévu, ce sera considéré comme une modification substantielle. Donc, l'enjeu, ce sera pour la personne qui veut mettre sa quasi-machine de démontrer qu'il n'y a pas de risque pour la sécurité. Le troisième critère, c'est la modification doit affecter la conformité de la machine
avec les exigences essentielles de santé et de sécurité en créant un nouveau danger. Et c'est là que c'est assez compliqué finalement à déterminer. C'est surtout sur le troisième critère qu'il faut faire une étude technique, documenter le fait que ça aura une incidence ou pas sur la sécurité, selon ce qu'on veut dire, pour savoir si on va rentrer dans la modification substantielle. Modification substantielle équivaut à nouvelle machine. Donc, ça veut dire qu'on doit tout faire. Réaliser une nouvelle analyse de risque, mettre à jour ou reconstituer le dossier technique, effectuer la procédure d'évaluation de conformité applicable et établir une nouvelle déclaration UE de conformité et apposer le marquage CE. Donc, c'est extrêmement lourd, sachant pour les personnes qui ne sont pas le fabricant et qui font cette modification substantielle, le fabricant n'est pas tenu de donner un certain nombre de documents que j'énumérerai plus tard. Il y a un vrai enjeu aussi de protectionnisme pour les fabricants. Il y a un certain nombre de documents dont je parlerai tout à l'heure qui doivent être donnés aux clients. Celui-là, il les aura. Et il y a des documents qui doivent être à disposition des autorités de contrôle. Et ceux-là, ils ont des informations techniques assez importantes quand on veut faire une modification substantielle. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on crée ou pas un nouveau danger? Donc, si vous avez envie que je vous parle d'une modification, selon moi, non substantielle, ça pourrait être le remplacement d'un capteur défectueux par un modèle équivalent du même fabricant. Donc, c'est prévu par la notice fabricant. Il n'y aura pas d'impact sur les fonctions de sécurité. La conformité, elle est inchangée. Il n'y aura pas de modification substantielle, donc pas de nouveau marquage CE. En revanche, on peut être dans une modification substantielle quand on ajoute un bras robotisé à une ligne automatisée existante avec modification des programmes de sécurité. Mais là encore, l'enjeu, ce sera de savoir s'il y a modification des programmes de sécurité. Et ça peut se passer aussi, cette question, c'est quand il y a un accident, une collision sur une machine et qu'on doit en réparer une partie. Il y a un enjeu de savoir si on est dans la modification substantielle ou pas, et un enjeu de savoir s'il y a une incidence sur la sécurité. Donc, si la modification n'est pas prévue par le fabricant, et ce n'est pas lui qui le fait, on risque de rentrer dans la modification substantielle. Il faut déterminer l'impact sur les zones de sécurité et le comportement de la machine. Si tu modifié les EESS, on est dans la modification substantielle, et donc, nouvelle analyse de risque, mettre à jour le dossier technique, établir une nouvelle déclaration UE et apporter un nouveau marquage CE. Donc, vous l'avez bien compris, maintenant, pour la modification substantielle, ce n'est pas la nature du changement matériel ou logiciel qui compte, mais c'est l'impact sur la conformité ou la sécurité. Donc, quand vous faites votre analyse technique, au moment où vous êtes interrogé sur une modification de machine, c'est la sécurité et les incidences sur la sécurité, c'est le cœur de l'analyse. Donc voilà pour la modification substantielle. Après, il y a un autre élément très très important, c'est l'inventaire. Donc si on n'inventorie pas, on ne maîtrise pas. Donc tout commence par cet inventaire. On ne peut pas sécuriser ce qu'on ne connaît pas. On doit identifier les machines, quasi-machines et produits connexes. Donc il va falloir faire un travail chez vous en interne. Donc, l'étape 1, ce sera l'inventaire des équipements conçus, fabriqués, intégrés ou modifiés par l'entreprise. Ensuite, il faudra décider dans quelle rubrique chaque équipement rentre, c'est-à-dire machine, quasi-machine ou produits connexes, pour savoir quel régime. Ensuite, le rôle joué par l'entreprise, parce que ça peut être aussi l'exploitant qui a modifié sa machine en cours de route et qui donc est devenu fabricant. Il faudra aussi comprendre les obligations qui incombent à l'entreprise, qui peut devenir fabricant si c'est l'exploitant. Et il faudra se conformer aux exigences de sécurité. Donc, il faudra faire une analyse des risques qui permet d'identifier la nature des risques associés à cet inventaire, enfin à l'équipement, évaluer aussi la gravité et la probabilité de chaque risque, déterminer les mesures de prévention et de protection et justifier la conformité de la machine.
Donc, il y aura vraiment un travail documentaire d'anticipation à faire de ce côté-là. Et donc, il ne faut pas négliger cet inventaire. Ensuite, nous allons parler de la classification des machines que vous connaissez bien, puisque vous la pratiquiez sous la directive actuelle. Donc, machine à haut risque, machine à risque spécifique, autre machine. Donc, le point le plus important, c'est les machines à haut risque, c'est-à-dire des machines qui présentent des risques si graves qu'il faut une certification par un organisme de contrôle obligatoire. Alors, les différentes catégories de machines à haut risque, elles n'ont pas changé, mais il y a quand même des nouveautés, des rubriques spécifiques pour les machines à haut risque, qui sont logiciels de sécurité autonome. Donc, c'est une nouveauté majeure. Les logiciels qui remplissent une fonction de sécurité deviennent eux-mêmes des produits à haut risque. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des machines qui n'étaient pas à haut risque, qui vont devenir à haut risque. Par exemple, un programme qui gère l'arrêt d'urgence ou le contrôle d'accès à une zone dangereuse, elle fait rentrer la machine dans le haut risque, donc organisme de contrôle préalable, plus d'auto-certification. Deuxième rubrique qui pose problème, qui va vous entraîner des obligations pour vous et qui peut changer la rubrique de votre machine, robots collaboratifs et systèmes autonomes. C'est ces systèmes, comme ils interagissent directement avec les opérateurs, qui peuvent se déplacer de manière autonome, on considère qu'ils sont à haut risque. Parce qu'avant, le risque, c'était un risque physique, et maintenant, ça peut être un risque immatériel. Après, les autres rubriques sont à changer, machines de levage de personnes ou d'objets, parce que c'est le risque de chute. Les presses, pareil, machines de traitement au risque énergétique. Donc, tout le reste, ça reste inchangé. Donc, je vous passe. Mon but, c'est d'attirer votre attention sur les nouveaux risques pour vous. Donc, essentiellement, les logiciels de sécurité, programmes d'arrêt d'urgence, Automate Safety, PLC, et les robots et systèmes autonomes, Cobot, AGV, Robot IA. Donc, finalement, le règlement, il a introduit une liste actualisée des produits à haut risque. Les deux points spécifiques que je vous donnais, sinon ça ne change pas vraiment. Après, point important aussi, la documentation requise, puisque comme je vous l'ai indiqué, si on n'a pas la documentation, on considère que c'est non conforme. Donc, la documentation avant la mise sur le marché de la machine, quasi-machine ou produit connexe. Donc là, je vous ai fait un récapitulatif. Documentation technique que vous connaissez, qui comprend la description de la machine et qui doit pouvoir être présentée aux autorités compétentes. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est ce que le fabricant peut garder pour présenter aux autorités compétentes et qui lui sera précieux pour faire des modifications ultérieures et qu'il n'est pas obligé de donner à ses clients. Au début, la documentation technique, la déclaration de conformité UE et la déclaration UE d'incorporation, évidemment, il est obligé de les donner. Donc, de l'autre côté, la documentation à fournir aux clients, notice d'instruction en format numérique. C'est aussi une grande nouveauté du règlement, c'est que maintenant, le numérique et le numérique durable intervient pour les notices. Et donc, la notice d'instruction, elle doit contenir toutes les informations. Et pour les quasi-machines, c'est la notice d'assemblage. Donc, il y aura un vrai enjeu stratégique quand même sur la documentation à mettre à disposition ou pas, selon qu'on est fabricant ou intégrateur. Ensuite, il y a la question du langage de la documentation, mais ça, je pense que vous avez déjà une bonne connaissance du sujet. Donc, c'est la langue officielle du pays de mise sur le marché. Donc, si vous travaillez en France, c'est la France. Il y a quand même un enjeu pour
quand on importe des machines, mais pour mettre cette obligation sur le fabricant selon la position dans laquelle on se trouve. La documentation numérique, ça, c'est un point important. Maintenant, le format numérique est autorisé et le fabricant doit garantir un accès permanent, téléchargement et sauvegarde possible. Donc, il faut un support. Il va falloir s'organiser pour permettre l'accès à cette documentation. La signature de la déclaration UE de conformité par une personne habilitée. Donc là, c'est pareil, c'est pas forcément une signature papier, enfin, c'est une signature numérique, ça marche dans la mesure où elle est authentifiée. Et il faudra que ce soit aussi conservé par les importateurs et mandataires, pas seulement par les autres, les fabricants intégrateurs. J'en ai bientôt fini pour laisser la place à Jean-Christophe. Les nouvelles exigences de santé et de sécurité, ça c'est majeur, puisque tout va reposer sur ces nouvelles exigences. Donc la sécurité mécanique et physique, vous connaissez bien. L'ergonomie aussi. La sécurité, maintenant, des logiciels embarqués, dont les mises à jour, ne doivent pas altérer les fonctions de sécurité. Il y aura un vrai enjeu sur les mises à jour, mais ça, Jean-Christophe vous en parlera. Sur la cybersécurité, c'est l'objet de la deuxième partie. Sur l'encadrement des systèmes intégrant l'intelligence artificielle, également traité par Jean-Christophe. La testabilité et le champ de protection élargi à la santé, et moi je dirais c'est aussi bien aux informations qu'aux animaux qu'aux personnes. Et là, je sais qu'on n'est pas d'accord avec les organismes de contrôle qui disent qu'ils vont se contenter de contrôler la sécurité des personnes, mais ce n'est pas ce qui a marqué dans le règlement, mais peut-être qu'ils vont faire ça dans un premier temps. Mais s'il y a des sujets sur la sécurité des informations ou des personnes non humaines, moi, je pense qu'elle rentre quand même dans le fond du règlement. Donc, comme je vous l'ai indiqué, si vous voulez un repère plan d'action fabricant ou plan d'action intégrateur, si vous mettez un mot dans le chat, on vous l'enverra, mais précisez bien si vous êtes fabricant ou intégrateur ou si vous voulez les deux, parce que souvent, c'est les deux. J'ai abordé à peu près tous les sujets. Je vais laisser la parole à Jean-Christophe. Donc, je vais prendre la parole. Merci. On va suivre le fil des questions. Donc, Jean-Christophe Marpeau, référent national cybersécurité au sein de Captronic. Donc, je vais un peu plus aborder le volet technique, entre guillemets, puisqu'on ne va pas rentrer dans les détails, il y a un peu plus bas niveau de règlement machine, notamment avec un focus autour de la cybersécurité, puisque c'est un des enjeux, ou en tout cas, c'est un gros enjeu en matière de règlement machine, et notamment d'impact de la cyber dans les fonctions de sécurité. Donc, je n'ai pas la main pour passer les slides, mais on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, on va s'intéresser à ce qui est entouré en rouge. Mais il faut savoir que ce n'est pas un truc nouveau. Ce règlement machine s'intègre dans un ensemble de réglementations au pluriel, dans lequel on va trouver évidemment la NIS 2, dont on connaît tous. On va trouver la directive READ qui est en application, en tout cas le volet cyber de la directive READ qui est applicable depuis le 1er août 2025. Donc ça concerne tout ce qui est objet connecté radio, que ce soit grand public ou industriel. Et puis le gros challenge pour tous les industriels de France et de Navarre, la mise en application du Cyber Resilience Act qui concerne en fin de compte tous les équipements numériques, embarqués ou pas embarqués, tous les équipements qui comportent du matériel électronique, du logiciel, logiciel open source ou propriétaire, et dans lesquels effectivement on va retrouver énormément d'exigences de cybersécurité. Donc le règlement machine se trouve un petit peu à mi-chemin de ces évolutions-là, puisqu'il y a eu la RID le 1er août, il y a le règlement machine qui suit, et ensuite viendra le CRA, Cyber Resilience Act, qui quelque part fermera la boucle et fera le lien avec la NIS 2. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, comme ça a été dit, le règlement machine, beaucoup de nouveautés, en tout cas des nouveautés intéressantes, importantes, notamment la notion de modification substantielle, l'intégration d'exigences de cybersécurité, la prise en compte de l'IA, et puis tout ce qui est numérisation de la documentation. On va s'intéresser, nous, principalement à la cybersécurité.
Et pourquoi la cyber? Bah, tout simplement parce qu'il y a l'IA. Voilà. Les deux sont liés. Donc voilà. Non, non, c'est bon, on peut passer. Slide suivante. Donc, comme ça a été dit, ces nouvelles exigences ont surtout comme objectif de renforcer la sécurité et la fiabilité des systèmes de contrôle. Faut savoir que la finalité de tout ce qui est en train de se mettre en place reste et restera la fiabilité des équipements de contrôle et notamment la protection des opérateurs. Quand on discute avec Socotec, APAV et tous les organismes et au sein des comités de normalisation au niveau de l'AFNOR ou de l'UNM, tout tourne autour, ce qui est logique, la sécurité des opérateurs. Donc, que ça soit IA ou intégration d'IA, de nouveaux équipements et autres, ce qui est exigé d'une manière générale sur les exigences techniques reste la sécurisation des équipements de sécurité, de contrôle, de manière à éviter que un tiers prenne le contrôle ou qu'il y ait euh, que les exigences, en tout cas que les modifications et les évolutions fassent évoluer en fin de compte, impactent ces éléments de sécurité. Donc on va trouver effectivement dans ce qui est expliqué et ce qui est surtout important, c'est cette notion de journal de suivi. C'est-à-dire que un fabricant de machines, d'équipements et autres, qui va intégrer une nouvelle techno, IA ou autre, va devoir mettre en place une sorte de traçabilité de ce qu'il a mis en œuvre. Et ça, c'est important. Et c'est cette traçabilité-là qui devra faire l'objet d'une protection. Contre toute forme de corruption. Ce qu'il faut retenir, c'est que avec le règlement machine, on ne pourra plus mettre sur le marché une machine sans tenir compte, effectivement, sans la prise en compte de situations dangereuses liées à ces machines qui sont de fait connectées les unes par rapport aux autres et à travers lesquelles vont passer un ensemble de données. Donc c'est bien le couple connexion et data qui devront faire l'objet d'un travail spécifique lié à leur protection, à leur gestion de confidentialité, de corruption, de protection et d'intégrité, ce qui est quelque part, on va dire, le cœur de la cybersécurité. Pour résumer, un fabricant de machines ne peut plus mettre sur le marché une machine qui présente un risque lorsqu'elles sont connectées, doit assurer, comme j'expliquais, tout ce qui est intégrité, confidentialité, disponibilité des données, IA ou pas IA, protéger effectivement ces données contre une corruption accidentelle ou intentionnelle, et surtout, ce qui est important, peut-être une nouveauté, et ce qui va poser, à mon sens, peut-être des soucis pour les fabricants de machines, mais aussi pour les intégrateurs, ça va être effectivement cette notion de cartographie comme ça a été dit précédemment, de savoir en gros ce qu'il y a dans une machine, mais on ne va pas se contenter de faire une cartographie matérielle, il va falloir faire aussi une cartographie logicielle. C'est-à-dire il va falloir ce que le fabricant ou l'intégrateur soit à même d'identifier toutes les couches logicielles, tous les couches logicielles ou logiciels qui sont intégrés dans sa machine et disposer d'un historique, donc ce qu'on appelle une software bomb, comme une nomenclature logicielle avec un ensemble de paramètres, notamment la date de mise à jour, la date de création, la date de mise à jour et le numéro de version. Voilà, donc ça, c'est des spécificités qui sont propres à la cybersécurité. Donc, tout ce travail, on va le retrouver dans une norme qui est en préparation, qu'on appelle l'EN 50742, et qui définit trois mots-clés importants. Le premier mot-clé, c'est ce qu'on appelle la corruption. Et je ne parlerai pas en fin de compte de cybersécurité. Je parlerai surtout de corruption, donc qui est un accident, c'est expliqué, accidentel, intentionnel et malveillant, pouvant entraîner des situations dangereuses sur les organes de sécurité. Et ça, c'est un point qui est important parce que tout se concentre autour des organes de sécurité. Autre mot-clé très important dans ce projet de norme, c'est la notion de preuve. On revient à ce qui a été dit précédemment, la partie historique des logiciels. Bien sûr, il va falloir que le fabricant, l'intégrateur mette en place ce qui est nécessaire pour détecter un événement et une action qui s'est produite. Et on voit bien le lien avec effectivement la partie IA.
Et un autre point important, c'est ce qu'on appelle intervention. C'est une action, effectivement, ou un événement légitime ou illégitime qui modifie le logiciel ou les données ou le comportement de la machine. Donc, ce sont 3 mots-clés importants qui sont définis par cette norme-là. Donc, je vais un peu plus dans le détail, hein, quelles sont les interventions qui sont comment dirais-je, référencé dans cette norme, bah, tout ce qui est paramétrage de sécurité. Donc, ce qui rentre dans le champ de l'intervention, c'est ça. Donc, c'est les paramétrages de sécurité, tout ce qui est mise à jour, logiciel embarqué, tout ce qui est mise à jour, modification du logiciel applicatif, les paramétrages des IHM, si ça peut provoquer un risque opérateur, et tout ce qui est intervention sur les logiciels de consigne de sécurité. Ça, c'est ce qui rentre dans le champ de ce que la norme appelle intervention. L'épreuve, donc l'autre volet, on a parlé d'un autre mot-clé qui correspond aux preuves. Bah, l'épreuve que le fabricant ou l'intégrateur devra effectivement mettre en œuvre dans le cadre de sa démarche de cybersécurité, et les preuves qui devront être enregistrées à travers une gestion des événements et un historique, c'est tout ce qui est action effectivement qui modifie ou interrompt le fonctionnement de la machine et des logiciels et des données. On voit bien que tout tourne autour effectivement des logiciels et des données qui transitent à travers la machine. Ces preuves devront être enregistrées, devront être sécurisées, devront être protégées contre toute tentative de corruption ou de falsification ou de modification. Et elles devront être mises en œuvre au démarrage de la machine. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que ce travail de journalisation ou de gestion des événements doit démarrer au moment où la machine est mise en route chez le client et ces données doivent être conservées pendant 5 ans. Voilà, ça c'est ce que préconise la norme. Autre point qui préconise la norme, c'est effectivement l'analyse de risque. Donc on a bien sûr parlé de l'analyse de risque que vous connaissez tous, la 1200 qui correspond effectivement à l'analyse de risque que l'on fait habituellement autour des équipements de sécurité. Mais à ça, la norme va intégrer une nouvelle analyse de risque qu'on appelle l'analyse de risque cyber. On préconise, nous, de s'appuyer sur la méthode EBIOS-RM, qui est une méthode développée par l'ANSSI, dans laquelle, effectivement, le fabricant ou l'intégrateur devra effectuer une analyse de l'environnement cyber, donc de l'exposition de sa machine au risque de cybersécurité, d'évaluer les impacts d'une tentative de corruption et de mettre en place effectivement des mécanismes de protection contre toute forme de vulnérabilité. Donc, ça viendra s'ajouter, cette analyse de risque cyber viendra s'ajouter à l'analyse de risque classique que l'on fait, que vous faisiez dans le cadre du règlement machine. Autre point important dans ce règlement machine par rapport effectivement à la cybersécurité, c'est le supply chain, c'est-à-dire c'est les fournisseurs. Bien sûr, on pense surtout aux intégrateurs. Il va falloir privilégier, effectivement, en tout cas sécuriser la supply chain ou mettre en place une démarche de Secure by Design dans laquelle il va falloir faire très attention sur l'origine des produits qui vont être intégrés et notamment vérifier que les produits respectent bien les exigences de cybersécurité. Il y a une norme qui existe qu'on appelle l'IEC 62443-4.1.4.2. Donc, il y a des produits actuellement qui sont certifiés selon cette norme, qui est une norme de cybersécurité industrielle, qui est une norme mondiale que on trouve un peu partout. Et qui est assez complexe à mettre en œuvre, mais ce n'est pas l'objet, puisque vous, en tant qu'intégrateur, vous allez acheter des produits qui seront conformes à cette norme-là. Mais il va y avoir aussi, dans le cadre de la norme qui est en cours de préparation, la 50742, un ensemble d'exigences qui pourront effectivement aider le concepteur de la machine ou l'intégrateur effectivement à mettre en place une démarche de Secure by Design et quelque part certifier, alors c'est pas forcément le bon terme, mais vérifier que les différents composants de la machine effectivement intègrent les bonnes pratiques et les bonnes exigences en matière de cybersécurité. Alors, petite nouveauté dans cette norme-là, on voit apparaître en fin de compte ce qu'on appelle des niveaux de sécurité. Alors, SL0, SL1, SL2, SL3. Alors, ces différents niveaux sont issus en fin de compte de la norme IEC 62443 qui définit en fin de compte des niveaux de sécurité attendus ou du niveau de maturité
en matière de cybersécurité de la maturité de l'endroit, du lieu où vont être installés les équipements. Ça veut dire que si la machine est destinée à ne pas du tout être connectée, il n'y a aucune connexion. C'est une machine technique, mais qui est, on va dire, connectée à rien et qui ne risque pas, qui n'est pas prévue et qui ne risque pas d'être connectée. C'est-à-dire que la connexion est totalement impossible. À partir de là, on est tranquille. Il n'y a pas nécessité de respecter la norme 5EN 50 et 142. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la sécurité machine, mais effectivement, il n'y a pas lieu pour l'instant d'intégrer des exigences de cybersécurité. Par contre, si ouais, on va passer voilà. Donc si vous n'êtes pas certain, non, c'est bon, on passe à je reste toujours sur la précédente. Voilà. Si vous n'avez aucune idée du lieu sur lequel la machine va être connectée, et notamment vous avez des doutes en tant que fabricant ou intégrateur, des doutes sur l'environnement cyber de votre client, il y a de fortes chances que il va falloir effectivement définir un niveau de sécurité type SL2 voire SL3. Et dans ce cas-là, il y a un certain nombre d'exigences qui sont décrites ici, qui vont devoir être respectées pour être conformes effectivement à la 50-142 et in fine conforme au nouveau règlement machine, c'est-à-dire des exigences en termes d'intégration, de vérification, d'authentification, d'autorisation d'accès, de mettre en place des mécanismes d'intégrité, de mesure de l'intégrité des logiciels qui sont embarqués, de vérifier qu'il n'y a pas de risque au niveau du démarrage, qu'il n'y a pas de risque d'altération, qu'il y a des mécanismes d'authentification des logiciels qui sont installés, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'exigences précises qu'il va falloir intégrer si ce n'est pas fait, ou en tout cas vérifier ou valider pour que ça soit conforme au nouveau règlement machine. Et ça, et bien sûr, ces exigences sont liées à l'endroit, au lieu physique où vont être installées les machines, et notamment effectivement à l'environnement de sécurité ou à la maturité cyber de votre client. C'est peut-être l'élément le plus difficile, je pense, à faire quand on est fabricant de machines, intégrateur, c'est quelque part si vous voulez respecter les normes, et notamment cette norme, et le règlement machine, le volet cyber de ce règlement machine, eh bien, il va falloir échanger énormément avec votre client pour que, de manière commune, vous définissiez effectivement le niveau de sécurité, le SL, de cible, du lieu où va être installés les équipements, et à partir de là, vous allez faire des choix techniques en matière d'exigence de cybersécurité. Alors, l'outil pour faire ça, il n'y a pas photo, c'est l'analyse de risque, c'est-à-dire que c'est l'analyse de risque qui va permettre de définir le niveau de SL1, 2, 3, et c'est l'analyse de risque qui va permettre aussi de bien spécifier les exigences à mettre en œuvre. Cette norme EN 5742, elle est en étude, donc elle est en cours de rédaction, en cours de finalisation de rédaction, avec une publication prévue. Alors, à l'origine, c'était en 2026. Je pense que là, elle va, à partir du mois de décembre, cette norme va passer en phase de publication, de réécriture. Alors, il y a un terme, je ne l'ai plus en tête, mais au niveau de l'AFNOR, le document va passer en termes d'enquête publique. Voilà, donc à partir de décembre 2025, et elle est prévue d'être. Alors, on pensait une harmonisation en 2026. À mon avis, l'harmonisation va venir beaucoup bien après. Elle va probablement venir en 2027, si tout se passe bien. Voilà. Donc, voilà. C'est des choses qu'il faut suivre parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours sur la finition de cette norme-là. Mais sachez quand même que il y a une norme, la 5742, qui va effectivement intégrer tout cet ensemble lié à au couple cybersécurité et sécurité des machines. J'ai parlé de la 62443, juste à titre d'information. C'est une norme, je vous conseille fortement de regarder ça de près. Pourquoi? Parce que
La 50742 s'appuie en fin de compte sur les fondamentaux de cette norme-là, la 62453, qui est déjà en application, qui, dans beaucoup d'industriels, dans beaucoup de gros industriels, et cette norme 62453 va devenir une des normes de référence dans le cadre du Cyber Resilient Act. Puisque elle a l'avantage au niveau industriel de faire le lien entre les équipements, le bas niveau, ce qu'on appelle les fabricants de produits et systèmes embarqués, donc les automates, les PLC, les capteurs et autres, et le haut niveau, c'est-à-dire tout l'environnement IT et process industriel. Cette norme existe depuis une bonne quinzaine d'années. Elle est en application dans beaucoup de pays de par le monde. Elle est en application déjà dans beaucoup de pays européens. Et le Cyber Resilience Act, qui va arriver assez vite, puisqu'il arrive en décembre 2027, va en fin de compte s'appuyer sur cette norme-là pour mettre en place toutes les exigences de conformité liées aux produits industriels. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre sur cette norme-là, mais c'est un petit peu, si vous voulez vraiment être prêt pour toutes ces échéances en matière de cybersécurité, il ne faut pas chercher plus loin, c'est la norme de référence à regarder et sur lesquelles vous allez trouver effectivement toutes les réponses techniques pour une mise à niveau de cybersécurité des produits et des systèmes. Donc voilà, bon après c'est ce que nous chez Captronic on fait, donc on peut effectivement vous accompagner. On accompagne les industriels dans les prédiagnostics techniques, que ça soit IoT, équipements médicaux. On peut passer à la suivante. La partie évaluation maturité des produits selon la norme 62443 et nous réalisons aussi les analyses de risque. Dans le cadre de vous former, on a, nous, ce que l'on fait, des modules de formation et de la formation tout court et de la formation action autour de l'analyse de risque cyber. L'idée, c'est que vous soyez à terme autonome pour réaliser au sein de vos équipes de développement les analyses de risque pour pouvoir faire cette mise en conformité sur la machine. J'ai fini. Je pense qu'il faut laisser la place aux questions. Merci à tous Voilà. les deux Je ne voulais pas faire trop peur, je ne voulais pas rentrer trop dans les détails. Merci à tous les deux pour cette présentation. Delphine, tu veux rajouter quelque chose ou on passe aux questions-réponses? Non, on peut passer aux questions. Et moi, je pense que vous nous avez fait un bel état des lieux actuels. On voit qu'il y a beaucoup d'interrogations qui restent encore à évaluer, mais il nous reste un petit peu plus d'un an pour nous préparer. Donc, les premières questions. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Le Garec. Vous avez parlé des logiciels qui entrent dans la conformité. Il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui qui sont mis à jour automatiquement. C'est difficile d'avoir la main sur ces mises à jour et sur leur impact. Oui, vous avez raison. C'est bien là le problème. Je peux me permettre de répondre sur le côté logiciel, pas de choix. Alors après, il faut vraiment distinguer les logiciels fonctionnels et les logiciels qui auront un impact sur les fonctions de sécurité. De toute façon, pour résumer, vous êtes fabricant de machines, vous êtes intégrateur, vous n'aurez pas le choix que de faire une cartographie de tous les logiciels qui entrent dans la composition de votre machine, que vous soyez, que ça soit fourni par un tiers ou voire même vous-même concepteur des logiciels, et maintenir à jour ce qu'on appelle une cartographie et mettre en place un mécanisme de gestion des vulnérabilités de ces logiciels. Vous n'aurez pas le choix. Voilà, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle une SBOM, avec dans cette SBOM le fournisseur, les dépendances logicielles entre les différents logiciels de vos équipements, c'est-à-dire qui fonctionne avec quoi, et derrière les mises à jour s'il y a lieu, et faire avec vos fournisseurs, donc ceux qui vous fournissent le logiciel, ils devront quelque part vous fournir les mises à jour liées à des vulnérabilités cyber ou autres. Et votre boulot, ça va être effectivement de vérifier l'intégrité et de vérifier que ces mises à jour ne provoquent pas des problèmes au sein de vos équipements. Et une fois que ça a été validé, il va falloir les pousser chez votre client de manière à ce que lui puisse mettre tout ça à jour selon effectivement vos préconisations. Voilà, c'est ce qui va devoir être fait. Ouais, et vous pensez que c'est atteignable? Non. Je suis honnête, je vous le dis non. Je vous le dis non. C'est atteignable si vous êtes un grand groupe, si vous êtes une PME, c'est un problème. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut le faire.
non, mais même un grand groupe, aller savoir ce qui est dans une mise à jour d'un outil, d'un composant qu'on utilise, savoir quels peuvent être les impacts sur la sécurité, voire créer des portes d'entrée pour qui nuisent à la cybersécurité, c'est absolument inatteignable pour n'importe quelle entreprise, sauf si on est l'éditeur du produit, quoi. C'est pour ça que l'analyse de risque, mode cyber, l'analyse de risque type méthode EBIOS vous permet en fin de compte d'évaluer effectivement c'est une analyse systémique. Donc vous pouvez vous approcher assez facilement des vulnérabilités possibles. Quand on fait une analyse de risque, on fait une analyse des menaces et on fait une cartographie en fin de compte de la surface d'attaque. À partir de là, on peut cartographier les logiciels à risque et pas à risque. Quand vous avez fait ça et vous avez votre nomenclature, c'est à vos fournisseurs de vous faire remonter effectivement toutes ces mises à jour. Et à vous de les tester. C'est pour ça qu'il y a des outils, les jumeaux numériques sont en pleine expansion, c'est pas pour rien, parce on commence à trouver sur le marché des outils logiciels type jumeaux numériques qui permettent de faire ces travaux de simulation et ainsi de suite. Donc, je dirais que ça prend du temps, ça va demander beaucoup de temps, ça va probablement augmenter les coûts des équipements. Ça nécessite une refonte complète des processus de développement et de Secure by Design. Mais voilà, mais de toute façon, c'est la réglementation qui l'impose. En fait, ça devrait être reporté sur le fournisseur. Alors, le fournisseur va devoir effectivement, en fin de compte, il va falloir travailler sur la supply chain, il n'y a pas le choix. De toute façon, si on parle de règlement machine, au-delà de ça, il y a la directive NIS 2. La NIS 2 impose aussi ce travail de gestion avec la supply chain. Tout simplement, il va falloir qu'il y ait un lien permanent en matière de gestion de vulnérabilité entre les fournisseurs, les intégrateurs et les utilisateurs. C'est un dialogue permanent. Et ce sera un dialogue écrit. Si je peux me permettre. On est entièrement d'accord. Pour vous préserver voilà. la preuve. Et c'est là où le juriste a tout son rôle parce que on va dire quasiment tout, peut-être même 60% des risques vont être gérés à travers c'est du juridique et des obligations des uns et des autres, bien sûr. On est entièrement d'accord. C'est du juridique. J'en profite pour rebondir sur une question qui était posée ou une remarque qui était posée. C'est on est d'accord qu'il y a quand même une notion pas directement, mais une notion de protectionnisme derrière qui fait que pas tous les constructeurs et tous les fabricants low cost, par exemple, ou smart cost, pourront continuer à distribuer du matériel sans se mettre en conformité avec ce règlement. Alors, je peux répondre assez vite. C'est la question qu'on me pose tout le temps. Pour vous donner un exemple, est-ce que ça va être appliqué au règlement machine? Je ne sais pas. La directive READ, qui est applicable depuis le 1er août 2025 sur les IoT, les gens disaient, ouais, de toute façon, les objets connectés, on s'en fout, il y a des règles. Elles sont assez contraignantes, hein, ces règles-là. Ça n'empêchera pas les produits chinois d'être mis sur le marché ou des produits non conformes. Depuis le 1er août, l'Europe a prélevé 65 IoT en France. Il y en a d'autres dans les autres pays. Il prévoit dans les 6 prochains mois d'en prélever une bonne centaine pour vérifier la conformité au marquage CE des IoT. Alors, est-ce qu'ils vont le faire pour les machines? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais quand on discute avec l'ENISA, qui est l'organisme européen qui s'occupe de la cybersécurité, ils ont décidé de taper du poing sur la table. Et donc, eux-mêmes font des prélèvements. C'est même plus la répression des fraudes et autres, c'est l'Europe elle-même qui a décidé de prélever des équipements et qui les passe en laboratoire pour vérifier les conformités. On est uniquement sur le marquage CE des IoT. Je ne sais pas après comment ils vont faire pour le reste, mais je pense qu'il y a en tout cas une vraie volonté de la part de l'Europe d'augmenter effectivement ce type de contrôle. Jusqu'où, j'en sais rien. Merci. Monsieur ou Madame Fauché, vous avez une question, vous en avez même plusieurs, si vous voulez les poser. Oui, bonjour. Par rapport à toutes ces demandes d'officialisation,
comment on fait si Danfoss ne va pas donner ses composantes de navigation de télécommande? Les logiciels de BMS batterie, comme c'est pas protégeable, à mon avis, ils seront pas communiqués non plus. Donc c'est un peu une demande, c'est infaisable quoi, de tout regrouper en disant on a ça, une mise à jour. Enfin, tous les grands groupes, que ce soit Schaeffer, Schneider, les batteries, les BMS, les composants des robotiques ou des motorisations, personne ne vous donnera la composante des logiciels quoi. Ah ben, à minima, vous devriez avoir le numéro de version et la dernière date de mise à jour. Oui, mais vous avez parlé d'intérieur, enfin de- Renault vous donne pas la composante du système d'injection de votre Twingo, quoi. Non, Ça, ce qui va- mais on est d'accord. Mais par contre, vous allez devoir effectivement mettre en place une cartographie des différents composants logiciels des fournisseurs. En fin de compte, vous avez la liste de vos fournisseurs qui vous fournissent euh, tel ou tel type de logiciel. Il va falloir effectivement faire cette cartographie. Alors, j'ai parlé à un moment de la 62 443. Maintenant, si vous équipez d'un automate, Siemens, pour ne pas le citer, ou Schneider et autres, qui sont conformes 62 443-4.2, vous pouvez partir du principe que les produits qui sont conformes à cette norme-là sont cybercompatibles. Bah, il faut espérer, Donc parce que voilà. si si Ah c'est bah, vérifié que ça ne l'est pas, on est déclassé et voilà. responsable. Mais là, dans ce cas-là, c'est la responsabilité de votre fournisseur. C'est-à-dire que vous appuyez sur votre fournisseur. Si votre fournisseur vous dit mon produit, il est cyber compliant à la norme 62 443, vous ne pouvez que vous appuyer sur celui-là si vous êtes intégrateur. Et donc, vous allez récupérer la notice technique, les documents techniques, parce qu'il doit vous les fournir. Et vous devez, vous, juridiquement, encadrer, en fin de compte, ça. Et là, c'est là où, effectivement, le rôle de l'avocat est fondamental parce qu'il va vous aider à encadrer effectivement cette certification qui va venir de votre fournisseur. Le Secure by Design, c'est pas que de la conception, c'est de la gestion en fin de compte des fournisseurs qui, eux, vont devoir, si je parle de Siemens ou un autre, parce qu'ils ont un équipement qui est certifié cybersécurisé, ils ont une obligation de vous soutenir et de vous apporter effectivement les mises à jour de l'occupant de l'équipement qui vous vend. Donc, il doit vous donner accès à ça. Et ça, bien sûr, contractuellement, c'est un bon moyen aussi de le faire. S'il ne le fait pas naturellement, contractuellement, vous pouvez effectivement le contraindre à le faire. Vous récupérez effectivement les mises à jour et à vous après de les pousser à vos clients. La D'accord. difficulté pour vous, ça va être de gérer tout ça. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que vous imaginez, vous serez un intégrateur, il va concentrer plein de données venant des différents fournisseurs avec des mises à jour à droite à gauche. Et son boulot, ça va être de dire, bah voilà, j'ai plein de mises à jour, il va falloir que je les pousse à mon fabricant, puisque vous connaissez le client, et ça sera à vous de vérifier à quel moment il faut les mettre en œuvre, en quoi ça impacte les éléments de sécurité ou pas et puis les pousser à vos fournisseurs. C'est ça, en fin de compte, qui est demandé. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, les gars. Alors, ouais, faut pas être. Oui, vous avez raison, c'est compliqué. Maintenant, il y a des outils logiciels qui permettent de le faire quand même. Il y a énormément, si vous suivez un peu l'actualité, il y a des outils qui commencent à sortir qui permettent de le faire de manière automatisée. Donc, je ne suis pas inquiet là-dessus. Là où je suis beaucoup plus inquiet, c'est pour les intégrateurs qui font du code, qui développent eux-mêmes des applicatifs. Là, ça peut devenir un peu plus inquiétant parce que ça veut dire qu'ils vont devoir mettre en place des routines ou des méthodologies de conception de code, ce qu'on appelle du secure by design et de la revue de code interne. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, après, c'est faisable. Après, le cœur, de toute façon, en règlement machine, il y a une règle d'or. Le cœur du respect des exigences au niveau de règlement machine, ça a été dit, hein, c'est l'analyse de risque. L'analyse de risque safety, l'analyse de risque cyber. Les APAV, les Socotec, de toute façon, c'est la première chose qu'ils vont demander. Est-ce que vous avez fait une analyse de risque safety? Ça, on l'a fait. Est-ce que vous avez fait une analyse de risque cyber? Il va falloir la faire de manière systémique. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à la faire. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, le deuxième point, c'est la gestion des vulnérabilités, c'est la supply chain. Et là, ça va s'encadrer juridiquement avec vos différents fournisseurs où vous allez devoir encadrer juridiquement et techniquement toute cette gestion de la supply chain, des vulnérabilités, et puis voir en interne après comment vous allez euh, gérer auprès de vos clients les mises à jour. Après, la mise à jour finale, c'est de la responsabilité de votre client. Ce n'est pas à vous de la faire. Vous devez, vous,
avertir votre client qu'il y a une mise à jour de sécurité et qu'il est importante, qu'elle doit être faite. Mais après, c'est de sa responsabilité de la mettre en œuvre. Ce n'est pas à vous de vérifier qu'elle a été mise. Excusez-moi, mais par exemple, là, je rebondis là-dessus, mais on peut très bien avoir des mises à jour de firmware de certains composants qui, de par notre fournisseur, pourraient être déclarés comme étant une porte d'entrée à une vulnérabilité. On ne peut pas donner au client la responsabilité de faire ça. De toute façon, techniquement, il ne saura pas le faire. Nous, nos clients, ils ne sont pas techniques du tout. Donc, si on leur demande de faire des mises à jour de certains logiciels ou de firmware, c'est absolument impossible pour eux. Il y a des manipulations Ah bah, particulières dans à ce cas-là, faire. vous le faites. Mais vous le faites, bien sûr. Alors, on Si vous le fait, et estimez. nous, on a des machines aux quatre coins de la planète. Je ne vous dis pas les coûts. Enfin, une fois Oui. qu'on va avoir une centaine de drives, si je prends l'exemple de ça, qui vont être installés aux quatre coins de la planète, pardon, s'il faut que je vienne, moi, envoyer des équipes avec un ordinateur portable et puis se connecter avec un port USB sur chacun des drives pour faire la mise à jour, on arrive dans quelque chose de très compliqué, là, quand même. Et hyper coûteux. Oui. Oui. Et quel organisme va faire l'analyse de la cybersécurité? Parce que même les militaires se sont fait piéger avec les drones chinois. Donc moi, je suis curieux de savoir qui va pouvoir analyser le niveau de cybersécurité d'un élément, soit qu'on a fait nous-mêmes, soit qu'on a acheté à l'extérieur, soit qu'on a intégré. Oh, c'est assez simple. C'est comment vous dire? Euh, alors, je ne vais pas vous faire une formation sur la cyber. Vous avez un site qui s'appelle Shodan, Shodan. C'est un site qui est complètement public et qui, en permanence, teste euh, tout ce qui est connecté sur Internet dans le monde. Que ça soit des caméras, des objets connectés, ou voire même de la machine ou des automates. Donc, quelque part, un attaquant, il va faire quoi, lui? Il va se connecter, il a un compte là-dessus, et bah, peut-être qu'un jour, il verra que telle machine qui est située à tel endroit a une porte d'entrée. Voilà. C'est ça, en fin de compte, il n'y a pas de contrôle, il n'y aura pas de contrôle par des. Si, il y aura des contrôles qui vont être faits par l'Europe ou la répression des fonds ou des douanes, ce que vous voulez, bien sûr. Mais le plus gros, c'est pas compliqué. Le plus gros problème, ça va être enfin, le plus gros des contrôles, ça va être fait par des attaquants. C'est ça, en fin de compte, le risque. Et une fois que ça a été fait, bah, ça rentre dans le. Enfin, c'est diffusé, quoi. Enfin, là, Je crois que c'est tu plutôt parlais la de la juriste. certification, je pense. L'organisme de contrôle Ah, qui va mais vérifier. l'organisme de contrôle, bah, c'est Socotec, APAV ou LCE ou Veritas. Eux, ils vont vérifier effectivement parce que pour le coup, c'est l'auto-certification. Ils vont vérifier la conformité en termes de process, l'existence comment de l'analyse de risque. Est-ce que ça a été fait selon les règles de l'art? Voilà, on ne peut pas définir une conception sûre, mise à part si vous voulez aller plus loin. Si vous concevez des logiciels, ben dans ce cas-là, vous allez faire appel à un organisme qui va effectuer un pen test, qui va vérifier effectivement la solidité ou la robustesse de votre logiciel ou des logiciels. Il n'y a pas 36 solutions, ça passe par là. Mais en dehors de ça, il y a le test ultime, c'est l'attaquant. Il faudra, oui, se préparer et faire passer des organismes de contrôle sur des choses sensibles ou récurrentes qu'on fait souvent pour avoir la preuve qu'un organisme de contrôle a vérifié et pour pas avoir de difficulté après s'il y a une intrusion. Ce qu'on fait déjà sur des gros dossiers, en fait, ou sur des produits que vous vendez souvent. Juste pour être tranquille après, pour ne pas être inquiété même s'il y a une intrusion. C'est pour la mise sur le marché. Après c'est ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle à travers la gestion des vulnérabilités. C'est pour ça que quelqu'un a dit, mais c'est quasiment infaisable. C'est compliqué. Il faut pas, je ne vais pas vous dire que c'est facile. C'est que ça va être compliqué parce que c'est le maintien en condition opérationnelle qui va être compliqué. La gestion des mises à jour, la gestion des vulnérabilités dans le temps et ainsi de suite. C'est-à-dire que le suivi du bon fonctionnement des équipements, que ce soit sur le volet cyber ou sécurité, effectivement, ça peut être compliqué. Ça nécessite, c'est pas des freins techniques, ça nécessite une organisation.
Et toutes les boîtes, effectivement, peut-être, ça va être compliqué pour beaucoup Et d'entreprises. surtout de savoir sur qui ça va porter. C'est-à-dire que ça va être un combat de force, en fait. C'est le plus fort qui va mettre l'obligation sur l'autre. C'est-à-dire qu'il va dire, c'est pas moi qui suis responsable de ça. Je pense que la NIS 2 va faire beaucoup de ménage là-dessus. Mais si vous voulez, voilà, après, ce qui est important, c'est bien comprendre que parmi les outils en tant que fabricant de machines que vous allez devoir intégrer dans vos process, l'analyse de risque va devoir en faire partie. L'analyse de risque cyber. Ça, c'est un point important. Il Analyse va de falloir. risque et preuve, maintenir la preuve, et puis après, vous êtes tranquille si vous avez fait ça. En fait, le Ouais. but, c'est de vous sécuriser. Ouais. Je propose qu'on passe à, Oui. comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez que nous organisions des points plus spécifiques sur des points particuliers, ça sera avec un grand plaisir. Je propose de passer à la question de Monsieur Prison, si vous êtes toujours en ligne. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais effectivement une question par rapport aux organismes de contrôle. Donc, on est fabricant de machines spéciales. Aujourd'hui, on fait intervenir des organismes de contrôle comme Socotec, APAV, DEKRA, qui donc effectuent des vérifications sur les installations, notamment sur la partie sécurité des machines. Mais à aujourd'hui, en cas d'accident, s'il survient un accident, ils n'ont aucun engagement de responsabilité. Demain, c'est toujours eux qui vont effectuer les contrôles des machines, les vérifications. Quel va être leur engagement au niveau juridique? Ils vont pas prendre plus d'engagement, ce sera une question de preuve. Vous aurez votre rapport, vous direz que c'était bon, il y aura une expertise, s'il y a un gros problème, une expertise judiciaire et un technicien qui dira où était le problème et de qui, et on en déduira la responsabilité, mais ils vont pas prendre la responsabilité. Ils ont toujours refusé de le faire et ils ne la prendront pas, la responsabilité de. Alors ça j'entends, mais c'est un peu facile puisque en cas d'accident, on est d'accord, En cas on... d'accident, vous aurez votre rapport qui dit que c'est bon. Donc, Oui, vous aurez une présomption, comme ça, c'est pas vous qui êtes oui. responsable, à charge de l'autre personne à prouver que c'est vraiment vous qui avez commis une faute. Donc, Et au c'est niveau beaucoup de la plus dur. Et au niveau de l'autocertification CE, puisqu'à aujourd'hui, un CE, qui c'est qui la pose? C'est le fabricant de la machine, donc c'est nous. C'est pour ça que maintenant, par mesure de sécurité juridique, la plupart des opérateurs font un abonnement avec des organismes de certification pour faire passer sur tel type de produit ou tel type de machine. Et après, on duplique et on sait que c'était bon sur ça et on l'utilise en cas de problème. Mais Oui, oui, mais ça alors, oblige, ça fait des coûts et ça vous oblige à prévoir des procédures. alors moi, je parle de mon cas à moi, on est fabricant de machines spéciales. C'est une Dans le spéciale, terme oui. Bah, vous spécial, êtes c'est du cas par cas. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune machine qui est la même que la Oui, précédente. bah alors donc ce sera, je ne sais pas quel est le coût de la machine, mais ce sera intégré dans le prix en disant que vous faites passer un organisme de contrôle pour votre process à vous et que D'accord. ça sécurise le client aussi. Et c'est ce qui se fait sur les cellules robotisées maintenant pour rassurer. Mais ça dépend je ne sais pas quel est le coût de la machine spéciale. J'imagine que Alors, c'est. aujourd'hui, c'est ce que l'on fait déjà. Quand on fournit une cellule robotisée, on fait intervenir des CRA, Bureau Veritas, Socotec, qui effectuent enfin, pas une validation, mais une vérification de notre machine. Mais vous me dites concrètement qu'aujourd'hui, cette vérification, s'il arrive quoi que ce soit, d'un point juridique, eux, ils ont aucun impact. C'est ce qu'ils disent. Après, ce sera à rechercher dans une action en responsabilité. Vous êtes quand même couvert, puisque vous avez un rapport qui dit que c'est pas vous, à quelqu'un d'autre de prouver que c'est vous. Donc c'est quand D'accord. même fort un rapport. Maintenant, Oui, oui. eux, j'ai encore pas eu le cas où je devais actionner en responsabilité de l'organisme de contrôle, mais en tout cas, ils ont une clause comme quoi ils garantissent pas, enfin, ils n'engagent pas leur responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'ils pourraient pas l'engager si vraiment il y avait un gros sujet et qu'ils n'avaient pas vu, parce qu'ils peuvent avoir commis une faute et engager leur responsabilité parce qu'ils n'ont pas vu quelque chose aussi. D'accord. Ça, c'est possible. Des cas, j'en ai plein en tête, mais ça serait trop long de parler maintenant. Mais oui, ok. Vous pourrez me poser la question à part si vous voulez, Oui, en oui. dehors en dehors Très bien. du. Vous avez mes coordonnées si vous voulez. Très bien, merci. Est-ce que Si vous je peux avez rebondir, d'autres? je peux Ouais. rebondir sur ce qui a été dit, juste un point important, effectivement, c'est pour ça qu'il faut vraiment encadrer juridiquement la relation, ce type de relation. Alors après, je vais mettre quand même en lumière un autre aspect, c'est le maintien en condition opérationnelle.
je prends ma casquette de cybersécurité. Une vulnérabilité, on peut mettre sur le marché à un instant temps zéro une machine qui présente aucune vulnérabilité, qui a été validée par DECRA, Socotec, APAV ou autre. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, elle sera toujours conforme au regard de l'évolution des vulnérabilités qui pourraient apparaître. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tous les mois, mais c'est pour ça que dans le cadre de la 50742, il y a un paragraphe, il y aura une partie qui va stipuler effectivement ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle des machines, c'est-à-dire que quand j'ai déjà discuté tout à l'heure, c'est-à-dire d'effectuer un suivi des cartographies des différents équipements. Et en tant qu'intégrateur ou fabricant, vous allez devoir suivre l'actualité des différentes composantes de vos équipements en matière de vulnérabilité. Alors, je précise bien, vulnérabilité cyber exploitée. Le terme exploité est important, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'objet déjà d'une attaque. Et donc, les fournisseurs, ceux qui vous ont fourni ces équipements, qui ont fait l'objet déjà d'une attaque par le passé, ont pour obligation d'apporter tous les correctifs nécessaires pour éviter que ça se reproduise. C'est-à-dire que si dans une machine, vous avez un équipement, un automate ou un régulateur, tout ce que vous voulez, qui a fait l'objet d'une attaque il y a 6 mois, 7 mois, et vous avez demandé à votre fournisseur, attention, là, en tout cas, il ne vous a fait pas remonter cette information en disant comme quoi il y a une attaque, vous n'étiez pas au courant, et que vous subissez, en fin de compte, vous subissez cette attaque, ou de vos clients subissent cette attaque, vous avez le droit de vous retourner contre votre fournisseur, parce que lui, il a pour obligation de vous informer qu'il y a eu effectivement une vulnérabilité, et il a pour obligation d'apporter les correctifs nécessaires pour pas que ça se reproduise. Ça, c'est un point important. Il y a un vrai enjeu parce que là, dans les relations contractuelles en ce moment, il y a des clauses limitatives de responsabilité, mais souvent, on met hors cybersécurité. Ouais. Donc, l'enjeu, ce sera de savoir si on limite la cybersécurité ou pas, parce que c'est un vrai risque. Et ça, c'est encore un rapport de force. Pour l'instant, le rapport de force fait que les grands groupes exigent le déplafonnement de la cybersécurité quand ils achètent. Mais quand ils vendent, non. Normal. Eh bien, très bien. Merci à tous pour votre participation. Merci Delphine et Jean-Christophe pour cette mise à jour par rapport à ce règlement machine. Ce que je vous propose, c'est de faire le montage du webinaire, de vous le partager. On vous fera passer également la présentation et les coordonnées de Jean-Christophe et de Delphine. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on creuse, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ce sera avec un grand plaisir qu'on fera d'autres sessions ou d'autres rencontres autour de ce sujet-là qui me semble très important et impactant pour tous les industriels que nous sommes. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter vos informations, et on a pris en compte les personnes qui souhaitaient obtenir le calendrier de Delphine. Ça sera pareil, avec un grand plaisir qu'on vous le partagera. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon courage. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.